Bonjour Sergueï Viktorovitch et merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Moscou accueille le premier sommet russo-arabe. Pourquoi notre pays a-t-il pris cette initiative précisément maintenant? Quels sont les objectifs que vous vous fixez? Et si cela peut déjà être annoncé, quels pays ont accepté l'invitation et seront notamment représentés au plus haut niveau? Eh bien, il y a un proverbe qui dit: «Il y a toujours une première fois». Dans ce cas, elle est tout à fait applicable également, mais si l'on parle de la façon dont nous nous sommes préparés à cette première fois, à ce premier sommet, le dialogue russo-arabe a une longue histoire. Il n'a, à vrai dire, jamais cessé après que les pays concernés ont obtenu leur indépendance, et l'Union soviétique, puis notre pays après 1991, ont développé les relations stratégiques les plus étroites avec la majorité de nos amis arabes. Depuis 2013, nous avons décidé de systématiser ces processus et de les placer sur une base multilatérale. En plus des relations avec chacun des pays arabes par des canaux nationaux, nous avons proposé de créer un forum de partenariat et de dialogue Russie-Monde arabe, Russie-Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères. Il s'est déjà tenu. À ce jour, 6 de ces réunions ministérielles ont eu lieu, en moyenne tous les 2 ans. La sixième réunion a eu lieu en décembre 2023 au Maroc, à Marrakech. Et là, sur instruction du président Poutine, j'ai lancé l'initiative de la Fédération de Russie d'organiser le premier sommet entre la Fédération de Russie et la Ligue des États arabes. Ce sommet est programmé. D'un commun accord, il est fixé au 15 octobre. Le 13 octobre, soit quelques jours avant, se tiendra une réunion des ministres des Affaires étrangères pour l'examen final des projets de documents finaux du sommet. Toutes les nations membres de la Ligue des États arabes, sans exception, ainsi que le secrétaire général de cette ligue, M. Aboul Gate, ont été invités. C'est un citoyen égyptien avec qui nous avons longtemps travaillé ensemble aux Nations Unies. Ainsi, la composition est représentative. Il est évident que nombre de nos collègues arabes sont actuellement très préoccupés par la question palestinienne et plusieurs d'entre eux participent à des consultations spéciales aidant à organiser des négociations indirectes sur la question palestinienne. Mais nous avons des raisons de croire que la grande majorité des membres de la Ligue des États arabes participeront au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. Et justement, à propos de la question palestinienne, parlons des principaux défis de la région. La guerre à Gaza dure depuis exactement 2 ans, des dizaines de milliers de morts, une catastrophe humanitaire. Dans le même temps, Tel Aviv annonce tantôt son intention de prendre le contrôle total de l'enclave, tantôt il est même question de déplacer la population vers des pays tiers. En ce moment, le plan Trump est activement discuté. Comment envisage-t-on le règlement de la situation? Et la Russie et la Chine peuvent-elles jouer le rôle de garant, comme le réclament certains pays arabes? La situation est bien sûr catastrophique, sans aucune exagération. Dans de nombreuses capitales européennes, de la bouche de nombreux représentants officiels d'organisations internationales, on entend le mot génocide et le mot famine est également prononcé. Des enfants meurent d'épuisement et de faim. Le nombre total de décès, selon les seules données officielles, est de 65 000 personnes sur 2 ans. L'écrasante majorité sont des civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées. 170 000 personnes ont été blessées et des centaines de milliers se sont retrouvés sans abri. Voici 65 000 morts à titre de comparaison. 60 000 en 2 ans, 5 000 civils. C'est un chiffre qui représente plus de 2 fois la quantité totale observée pendant toute la période de la situation complexe et évolutive en Ukraine depuis le moment du coup d'État qui a eu lieu. Les victimes civiles en Ukraine, c'est sur combien? 12 ans? C'est moins qu'en 2 ans en Palestine. La situation est extrêmement grave. Vous avez mentionné certaines idées assez exotiques qui ont été évoquées. Au début de l'administration Trump, lorsqu'ils ont commencé à s'occuper de ces questions, la Riviera, la réinstallation, une zone balnéaire, récréative, les pays arabes s'y sont catégoriquement opposés. Avant tout l'Égypte et la Jordanie, en tant que voisins les plus proches de la Palestine, où, à vrai dire, nos collègues américains voulaient
transférer la majorité des habitants de la bande de Gaza. Ensuite, il y a eu des informations selon lesquelles, face à la position intransigeante des pays arabes, ils ont commencé à chercher dans d'autres parties du monde. On a mentionné le Somaliland, voire l'Indonésie et le Soudan du Sud. Mais aujourd'hui, il me semble que tout le monde a compris que cela serait une catastrophe, non seulement pour les Palestiniens sur le plan humanitaire, mais aussi une catastrophe pour l'autorité de l'Organisation des Nations Unies, qui a proclamé l'État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Déjà en 1947, oui, à l'époque, les Arabes se sont peut-être comportés de manière quelque peu imprudente et des événements ont commencé qui ont finalement débouché sur des affrontements sanglants et sur la réduction des territoires initialement prévus pour l'État palestinien. Mais néanmoins, la décision de l'ONU, du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale n'a jamais été annulée. L'État doit être créé. Et le Premier ministre Netanyahou, d'ailleurs, a récemment parlé avec le président Poutine, notamment sur les questions de règlement palestinien. Il a publiquement déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien. Et si vous regardez le plan de Donald Trump, que nous considérons comme une avancée positive, étant donné qu'il faut mettre fin à l'effusion de sang, sauver des vies humaines, reconstruire la bande de Gaza, la ville de Gaza ou ce qu'il en reste. Trump a proposé ces 20 points, dans lesquels il y a des mentions, il y a le mot étaticité. Mais tout cela est formulé de manière assez générale et dans un contexte tel qu'il ne s'agit en réalité que de ce qu'il restera de la bande de Gaza. La Cisjordanie n'est pas mentionnée dans ce contexte, mais nous sommes réalistes, nous comprenons que c'est probablement la meilleure option actuellement sur la table, du moins la meilleure du point de vue de l'acceptabilité pour les Arabes, du point de vue de la non-rejet par Israël, et c'est ainsi que je caractériserai la position de Netanyahou. Mais le plus important, bien sûr, c'est que cela soit acceptable pour les Palestiniens. Le Hamas, qui fait partie du peuple palestinien et aussi du problème, nous avons fermement condamné l'attaque terroriste perpétrée il y a 2 ans, le 7 octobre 1923, par le Hamas contre des civils innocents, qui a fait 1200 morts. Des dizaines de personnes ont été prises en otage. C'est un crime, mais le châtiment collectif infligé à l'ensemble du peuple palestinien pour ce genre d'attaque terroriste l'est aussi. C'est aussi une grave violation du droit international humanitaire. Et un certain nombre de responsables israéliens déclaraient à l'époque, lorsqu'on leur faisait remarquer cela, qu'il ne fallait pas réagir ainsi, qu'il fallait punir les coupables et non les innocents, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Ils répondaient qu'il n'y avait pas de civils là-bas, que tout le monde était terroriste à partir de 3 ans. Eh bien, à partir de 3 ans, oui, là-bas, l'extrémisme est bien sûr alimenté. Mais nous, pendant de nombreuses années, je me souviens, avec des collègues israéliens, aussi bien à New York, lorsque j'y travaillais, que plus tard, lorsque je suis devenu ministre, nous leur disions qu'il était nécessaire de renoncer à l'intransigeance, de cesser d'essayer de faire traîner la résolution de l'ONU. Nous leur disions que l'absence de résolution du problème palestinien, depuis maintenant près de 80 ans, est le principal facteur qui alimente l'extrémisme au Moyen-Orient. Parce que les enfants naissent, vont à l'école, et à l'école, on leur raconte que nous aurions dû avoir notre propre pays, notre propre État. Il y a une résolution de l'ONU. Voilà, Israël a été créé, mais la Palestine ne l'a pas été. Mes collègues israéliens et même beaucoup d'amis que j'ai là-bas m'en voulaient pour cela. Pourquoi essaies-tu toujours de tout justifier? Ce n'est pas si simple que ça, parce que lorsque dans une société, pendant des décennies, plusieurs générations sont élevées dans une situation où leur désespoir, leurs droits légitimes, approuvés par l'ONU, sont tout simplement ignorés, il est très difficile de contenir de tels sentiments. C'est pourquoi je reviens encore une fois au plan de Donald Trump. Le plan est réaliste si les Palestiniens l'acceptent. Mais bien sûr, nous souhaitons du succès à ces négociations indirectes qui se déroulent actuellement en Égypte, avec la participation de la Turquie et des Égyptiens.
des Qataris, des Américains et bien sûr d'Israël naturellement, qui par l'intermédiaire de médiateurs négocie avec le Hamas. Il est très important, bien sûr, de mettre fin à toutes les hostilités. Le fait que le Hamas mette particulièrement l'accent sur les garanties de non-répétition des frappes et de non-reprise des hostilités dans la bande de Gaza et surtout dans la ville de Gaza, cela reflète qu'il tire des leçons de l'expérience qui a précédé la situation actuelle. Même au début de cette année, il y avait des propositions qui semblaient commencer à être mises en œuvre, mais ensuite Israël, après avoir réalisé la première étape, reprenait les hostilités, invoquant le fait que le Hamas ne respectait pas ces conditions. C'est pourquoi il est très important ici de travailler les détails, afin d'éviter toute récidive. Nous avons vu à la télévision comment, depuis un bureau encombré, Trump et Netanyahou parlaient avec le Premier ministre du Qatar et comment Trump essayait, en direct, d'obtenir la garantie qu'il n'y aurait plus d'actions similaires contre, eh bien, dans ce cas précis, c'était contre le Qatar, mais sous prétexte que des dirigeants du Hamas se trouvaient à Doha. Nous leur souhaitons donc bonne chance. Si nous pouvons aider d'une manière ou d'une autre, nous le ferons bien sûr. Le président Poutine a déclaré très clairement au Forum de Valdaï que nous aimerions, bien sûr, aider à créer un État palestinien, mais qu'il faut bien commencer quelque part. Et la question de l'État viendra plus tard. Cet objectif ne doit pas être retiré de l'ordre du jour. Et nos collègues occidentaux doivent bien sûr assumer leur part de responsabilité, car ils ont joué un rôle clé dans le blocage des décisions concernant la création d'une Palestine indépendante, tant en Cisjordanie que dans la bande de Gaza. Voilà que Macron, quelque part en juin, et ensuite Starmer ont déclaré « Nous irons à l'ONU, à l'Assemblée générale, et là-bas, nous reconnaîtrons tout ». Mais si tu as déjà décidé en juin de reconnaître, alors pourquoi ne pas le faire tout de suite ? Peut-être comptait-il sur le fait que dans 2 ou 3 mois, il n'y aurait déjà plus rien à reconnaître, qu'il ne resterait plus rien de la Palestine. Oui, voilà. Et bien sûr, j'ai mentionné la Cisjordanie, où la situation est également très préoccupante, car du point de vue de la future souveraineté palestinienne, comme l'exige la résolution de l'ONU, pratiquement tout le territoire est déjà occupé par des colonies israéliennes. Et j'ai entendu dire, même si cela n'a jamais été officiellement déclaré, mais parmi les politologues et les experts, on entend dire que l'on envisagerait de créer 2 ou 3 municipalités en Cisjordanie où l'on placerait des dirigeants palestiniens dont on ne sait ni qui ils seraient, ni comment ils dirigeraient. Voilà le genre de choses dont il s'agit. Mais je le répète, il est aujourd'hui très important pour nous de mettre fin à l'effusion de sang. En ce sens, le plan Trump donne de l'espoir. Et un autre sujet, bien sûr, c'est la Syrie. Vous avez rencontré votre homologue syrien en juillet à Moscou, ainsi qu'en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. À quel stade en est actuellement la coopération avec les autorités actuelles de ce pays? Et quelles perspectives voyez-vous pour la coopération, y compris concernant le futur des bases militaires russes? Depuis l'époque de l'Union soviétique, il existe des liens d'amitié et une coopération étroite. Notre pays a apporté une contribution considérable à la formation et au fondement de l'économie, à la sphère sociale, à la formation des cadres nationaux, ainsi qu'au renforcement de la capacité de défense de la République arabe syrienne. Et, bien sûr, après 2011, dans le cadre de ce qu'on a appelé le printemps arabe, lorsque la phase active du conflit en Syrie a commencé, lorsque l'opposition, encore une fois soutenue par les Occidentaux, s'est armée et a commencé à s'appuyer sur des éléments extrémistes et terroristes. Et bien entendu, nous sommes venus en aide au pouvoir légitime de la République arabe syrienne. Le président Poutine a pris cette décision et nous avons grandement contribué à la normalisation de la situation. Nous avions des accords avec les Américains, ainsi que des accords dans des formats multilatéraux. Une résolution a été adoptée aussi bien à New York qu'à Genève, et si cette résolution avait été appliquée, nous ne serions probablement pas en train d'observer la situation actuelle, qui persiste néanmoins en Syrie en ce qui concerne l'opposition entre les autorités centrales et un certain nombre de régions du pays. Nous entretenons une amitié sincère avec la République arabe syrienne,
C'est pourquoi, immédiatement après les événements de décembre dernier, nous avons repris contact. Le président a eu une conversation téléphonique avec le chef des nouvelles autorités. Monsieur Amshara, une délégation interministérielle s'est rendue en début d'année à Damas et a procédé, avec ses collègues syriens, à un inventaire des projets qui avaient été lancés sous la présidence d'Assad et qui, à notre avis, pourraient tout à fait se poursuivre, peut-être avec quelques ajustements dans les conditions actuelles. J'ai rencontré Shabani au printemps dernier à Antalya lorsque nous participions à un forum de politologues. Nous nous sommes ensuite revus, il est venu chez nous en juin, en juillet, et nous nous sommes également rencontrés à New York. Et en septembre, au début du mois, une autre délégation interministérielle, cette fois au niveau du vice-premier ministre Alexandre Novak, une délégation de haut niveau, s'est rendue à Damas. Des discussions ont eu lieu aussi bien avec leurs collègues qu'avec le président du gouvernement de transition, M. Chira. Nous sommes intéressés à ce que tout ce qui a été commencé, que ce soit depuis l'époque soviétique ou après les années 2011 à 2014, tout ce qui concerne le soutien au développement de l'économie nationale, de l'industrie, de l'agriculture, de l'énergie, continue de se poursuivre. Mais naturellement, tout cela doit être adapté aux nouvelles conditions. Cela concerne également nos bases militaires. Le président a déclaré à plusieurs reprises que nous ne resterions pas contre la volonté de la direction syrienne. Mais la direction syrienne, apparemment, ainsi qu'un certain nombre de pays de la région, sont intéressés à ce que notre présence là-bas soit maintenue. Bien sûr, il ne s'agit plus d'une présence destinée à soutenir militairement les autorités légitimes contre telle ou telle force d'opposition nécessite de reconfigurer les fonctions. Et l'une des tâches évidentes, qui pourrait être utile aussi bien aux Syriens qu'à leurs voisins et même à de nombreux autres pays, c'est la création d'un hub humanitaire. Utiliser à la fois le port et l'aéroport afin d'acheminer des cargaisons humanitaires depuis la Russie, depuis les pays du Golfe Persique vers les pays d'Afrique. Il y a une compréhension que cela sera demandé et nous sommes déjà prêts à en discuter les détails. En principe, la question a été discutée et il existe un intérêt mutuel. Et puis, bien sûr, un autre point concernant la Syrie, c'est la situation politique intérieure. La Syrie exige catégoriquement que l'on cesse de s'ingérer dans ses affaires intérieures. De vastes territoires de la République arabe syrienne sont sous le contrôle de forces étrangères et ces forces ne se trouvent pas toujours là à l'invitation de Damas. La situation est particulièrement complexe dans le sud où Israël insiste pour la création d'une zone tampon. Nous comprenons les préoccupations légitimes d'Israël concernant sa sécurité. Le président a souligné à plusieurs reprises que c'est une condition sans laquelle la paix au Moyen-Orient ne sera pas assurée. Mais il faut également garantir les intérêts des autres acteurs. Au nord-est, les Kurdes, qui ont commencé à être courtisés par l'administration Biden, et dont les tendances séparatistes sont encouragées de toutes les manières possibles. Là-bas, de nombreux facteurs entrent en jeu. Nos collègues turcs sont présents dans le nord, à la frontière entre leur pays et la République arabe syrienne. Les Alaouites, qui sont aussi des chrétiens, subissent également des épreuves. Il y a eu une attaque barbare contre une église il n'y a pas si longtemps. C'est pourquoi l'unité de la République arabe syrienne est ce à quoi devraient s'intéresser tous les pays qui exercent une influence, d'une manière ou d'une autre, sur la situation, sur Damas, ainsi que sur les différents groupes politico-ethno-confessionnels dans d'autres parties du pays. Beaucoup de gens, c'est une crainte traditionnelle, redoutent fortement que la question kurde n'explose, car si ces jeux avec les Kurdes syriens autour de l'autonomie ou du séparatisme aboutissent à quelque chose de concret, alors la question kurde pourrait exploser dans tous les autres pays de la région, ce qui représente des risques très sérieux. Donc, sous tous les angles, nous allons aider nos partenaires syriens et nous sommes prêts à coopérer sur ces questions avec d'autres pays qui, d'une manière ou d'une autre, poursuivent leurs propres intérêts en République arabe syrienne. La participation du chef du gouvernement de transition, M. Chara,
au sommet russo-arabe le 15 octobre aura une importance particulière. Je pense qu'il y aura une discussion sérieuse à cette occasion.